Allez, écoutez, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'équipe de l'ORIF-PL et de l'ARAPL Grand Sud de France sur les obligations des micro-entrepreneurs lorsque l'activité dépend des professions libérales. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce webinaire sera disponible aussi gratuitement sur notre chaîne YouTube pour pouvoir revoir certaines choses. Et comme l'a précisé Caroline tout à l'heure, n'hésitez pas dans l'onglet discussion à nous poser des questions. Nous essaierons d'y répondre déjà tout au long du webinaire parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire sur les obligations des micro-entrepreneurs. Et bien sûr, à la fin de notre présentation, nous pourrons aussi revenir sur quelques questions. Alors, au programme de ce rendez-vous donc de 12h30 à 13h30, nous allons aborder les obligations des micro-entrepreneurs en 3 temps. Premièrement, avant la première mission effectuée en tant qu'indépendant. Deuxièmement, après cette première mission, d'un point de vue comptable, fiscal, quelles sont bien sûr les obligations. Et enfin, lors de ce qu'on a appelé avec Caroline le bilan annuel, c'est-à-dire quelles sont les questions à se poser et comment faire, surtout d'un point de vue fiscal d'ailleurs, toutes les obligations qui sont là. Donc, les deux intervenantes seront les suivantes. Alors, Caroline, je te laisse te présenter en premier. Alors, bonjour, Caroline Barazal, je suis directrice de l'ARAPL Grand Sud de France. Notre but, on est une association régionale agréée des professions libérales. On a pour objectif d'accompagner les professionnels libéraux au cours de leur activité professionnelle et surtout de les aider à respecter leurs obligations comptables, fiscales et administratives. Voilà. Et quant à nous, donc nous sommes l'ORIF-PL, donc j'en suis la directrice, Maëlle Chalère. Je suis aussi accompagnée de Christelle Maléjac, qui est responsable du pôle formation au sein de l'ORIF-PL. Donc l'ORIF-PL étant un centre et un organisme de formation spécialisé dans la création d'entreprises. Et donc vraiment, main dans la main, avec l'ORIF et l'ARAPL, on essaye de vous accompagner au mieux tout au long de votre activité libérale. Donc, pour commencer ce webinaire, je vais faire une petite partie introductive pour vous rappeler un petit peu l'origine de ce régime fiscal. Tout d'abord, sachez que ce régime fiscal a vu le jour lors de la loi de finances fin 2008 avec une application au 1er janvier. Ce régime, à l'origine, était appelé le régime auto-entrepreneur. Donc, c'est exactement la même chose si aujourd'hui je parle auto-entrepreneur, micro-entrepreneur. La loi est venue évoluer au niveau de cette notion-là. Aujourd'hui, nous appelons les auto-entrepreneurs les micro-entrepreneurs. Sachez qu'à l'époque, ce régime a vu le jour notamment pour les étudiants, les salariés, les retraités qui voulaient vraiment tester une activité professionnelle. Et c'est vrai qu'il y a eu tellement un engouement pour ce régime que de plus en plus de personnes, lorsqu'ils ont voulu être indépendants, se sont focalisés sur ce régime de l'auto-entreprise. Alors, pourquoi je parle de régime? Notamment parce que d'un point de vue fiscal, le régime de la micro-entreprise est ce qu'on appelle un régime micro-fiscal et un régime micro-social. Donc, tout à l'heure, Caroline va vous parler de ce qu'on appelle micro-fiscal pour les micro-entrepreneurs. Sachez qu'il y a très peu de nouveautés, sauf l'option pour le versement libératoire qui est totalement nouveau avec l'application, évidemment, de ce régime de la micro-entreprise. Par contre, ce qui est nouveau dans ce régime-là, c'est vraiment l'aspect social et c'est ce forfait qu'on appelle le régime micro-social. Donc, pour résumer, la micro-entreprise, c'est avant tout un régime micro-fiscal et Caroline va vous en parler. Et tout à l'heure, je vous parlerai de ce régime micro-social. Et enfin, dernière chose très importante, parce que souvent j'entends des entrepreneurs me dire « Ah, mon activité, c'est être micro-entrepreneur ». En fait, être micro-entrepreneur, c'est vraiment votre régime fiscal et social, c'est-à-dire la façon dont vous payez la protection sociale et également la façon dont vous êtes imposé d'un point de vue fiscal. C'est un choix personnel, c'est-à-dire personne n'a à vous dire que vous devez être micro-entrepreneur. Tout cela est en raison, évidemment, de l'application d'une étude de marché, de différents documents qui vont vous permettre de choisir. Donc, vraiment, ce qui est important à retenir, c'est que c'est votre activité qui va déterminer votre statut. Le mot statut n'est pas synonyme justement de la micro-entreprise. Votre statut, c'est être profession libérale. Et qui, aujourd'hui, peut opter pour ce régime de la micro-entreprise? J'ai envie de dire plus de 85% des entreprises libérales, notamment deux grandes catégories de professionnels. Premièrement,
ceux qui dépendent d'une caisse de retraite qu'on appelle la CIPAV, C-I-P-A-V, qui a vu son périmètre réduit depuis quelques années, où maintenant une vingtaine de professions dépendent actuellement de la CIPAV. Donc, vous voyez, je vous ai mis les professions telles que les psychologues, les ergothérapeutes, les ostéopathes, les diététiciens dépendent de la CIPAV et donc peuvent opter pour ce régime de la micro-entreprise. Et toutes les nouvelles activités, ce qu'on appelle les nouveaux métiers, dépendent actuellement de la caisse de retraite classique de l'assurance retraite, peuvent aussi être éligibles au régime fiscal de la micro-entreprise. Ce sont les formateurs, ce sont les consultants, ce sont les coachs, ce sont aussi ces professionnels que l'URSSAF appelle les professions libérales non réglementées, dans le sens où il n'y a pas l'obligation, par exemple, d'avoir un diplôme pour exercer cette activité professionnelle et qu'il n'y a pas non plus d'ordre professionnel, par exemple. Donc, n'hésitez pas à nous dire aussi dans l'onglet discussion quelle est votre activité professionnelle. Vous allez voir à quel point la richesse est très importante chez les professionnels libéraux concernant les activités professionnelles. Pour conclure sur ce point-là, certains professionnels ne peuvent pas opter pour le régime de la micro-entreprise au niveau de nous, notre catégorie professionnelle des professionnels libéraux. Je pense notamment à toutes ces professions réglementées, les praticiens et auxiliaires médicaux, les médecins, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes sont exclus, non pas du régime micro-fiscal, mais en fait sont exclus du régime micro-social. Donc voilà, je pense que si vous êtes ici, c'est que soit vous allez devenir micro-entrepreneur, soit vous êtes déjà micro-entrepreneur et vous vous posez des questions de quelles sont vos obligations, qu'est-ce que vous devez faire. Il y a plein de choses à faire et justement avec Caroline, on va répondre à toutes vos questions. Première partie, c'est qu'est-ce que vous devez effectuer avant même la première prestation de service que vous allez effectuer. On va voir 3 choses qui sont très importantes pendant cette première phase. Premièrement, c'est le rôle et l'importance de l'étude de marché. Deuxièmement, c'est l'importance de ce qu'on appelle les documents contractuels. Et ensuite, nous ferons un petit point pour l'immatriculation de l'entreprise. Alors, premier point très important, qui est souvent une étape négligée de la part des entrepreneurs, c'est vraiment l'importance de réaliser ce qu'on appelle un budget et une étude de marché. Premièrement, l'étude de marché, c'est vraiment de faire une étude sur le terrain qui va permettre de pouvoir vous définir pour vous, premièrement, qui vont être vos clients ou vos patients, quelle est votre cible, de ce fait, quelle est la communication que vous allez effectuer. C'est sûr que si vous avez, par exemple, une clientèle de 15-20 ans, votre communication digitale sera très importante. Si au contraire, vous avez une communication et une cible qui va être plus sur des personnes qui ont, par exemple, qui sont retraitées ou qui ont plus de 60 ans, la communication digitale ne sera peut-être pas la priorité. Autre question à se poser, c'est quels vont être vos prescripteurs? Qui va vous aider aussi à avoir un chiffre d'affaires? Quel est également le montant de vos prestations, de vos honoraires? Quels sont les tarifs que vous allez pouvoir réaliser? Toutes ces questions sont essentielles parce qu'elles vont permettre de pouvoir faire la deuxième étude au préalable de la création de votre entreprise. C'est ce qu'on appelle le budget prévisionnel. Dans le sens du budget prévisionnel, c'est vraiment de se poser 3 questions. Première question, quel va être le montant des recettes que vous allez encaisser? Est-ce que c'est un temps que vous allez consacrer à 100% de votre activité libérale ou autrement, est-ce que c'est un complément d'activité? Deuxième question à se poser, quelles sont les dépenses que vous allez réaliser pour le compte de votre entreprise? Entre les dépenses qui sont obligatoires, qu'on va voir avec Caroline, et aussi toutes les dépenses qui sont non obligatoires. Pour enfin, troisième chose, pouvoir déterminer ce qu'on appelle votre revenu. Le revenu chez les professionnels libéraux, c'est ce qu'on appelle votre bénéfice. Chez nous, bénéfice, c'est ce qu'on appelle également le bénéfice non commercial, BNC. C'est la manière dans laquelle vous êtes imposé fiscalement et ce bénéfice va être très important parce que grosso modo, c'est ce qui est au fin fond de votre poche. Et Caroline vous expliquera que le bénéfice se calcule d'une façon différente en fonction de l'option que vous avez choisie lors de la création de votre entreprise. Autre point très important et vraiment, c'est vraiment notre conseil pour vous protéger, vous, davantage, c'est ce qu'on appelle l'importance des documents contractuels. Les documents contractuels, c'est vraiment des documents qui vont vous permettre d'encadrer ce qu'on appelle la relation contractuelle. La relation contractuelle, c'est quoi? C'est vous, en tant que professionnel, et votre client. Bien sûr, nous vous conseillons de passer
par des écrits, c'est ce qu'on appelle des contrats, c'est ce qu'on appelle des lettres de mission. On va le voir dans un instant également, c'est ce qu'on appelle le devis et ça va vous permettre bien évidemment de contenir toutes les informations essentielles que vous vous êtes fixées entre vous-même évidemment et votre client. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que ça va permettre évidemment d'encadrer cette relation contractuelle et comme je dis souvent, de préparer aussi, c'est comme un mariage, de préparer le divorce quand tout va bien, mais également qu'est-ce qui se passe en cas d'impayé, en cas d'arrêt de la mission et vraiment vous protéger davantage. Lorsqu'on parle de contrat et de lettres de mission, on parle également du devis. Le devis est un contrat d'un point de vue juridique avec des éléments chiffrés qui vont vous permettre aussi de vous mettre d'accord avec votre client sur la date et la durée de votre prestation de service, le prix unitaire, les conditions bien évidemment de paiement, les délais de réclamation. Toutes ces choses qui paraissent essentielles vont permettre justement de cadrer d'autant plus cette relation contractuelle. Alors, je n'irai pas plus loin, on pourrait en parler des heures des documents contractuels, mais l'ORIF a réalisé il y a quelques mois un webinaire spécial sur les documents contractuels que je vous invite aussi à regarder pour bien comprendre cette importance des écrits, tout en sachant que notre astuce, on en a deux. Premièrement, attention à tous les contrats que vous allez pouvoir trouver sur Internet qui sont gratuits. Certes, ça peut vous aider, mais par contre, ça va être très difficile pour vous d'adapter à 100% le contrat que vous avez trouvé sur Internet par rapport à vraiment la notion de votre responsabilité. Deuxièmement, bien entendu, faites appel à des professionnels du droit. Je pense notamment à l'avocat, dont c'est son métier de rédiger justement des contrats, mais pensez derrière que c'est pour vous protéger, vous, davantage. Voici pour cette première partie. Dernière chose dans la première partie, c'est toute l'étape de l'immatriculation. Lorsqu'on parle de l'immatriculation pour les indépendants, c'est directement d'aller auprès de ce qu'on appelle le centre de formalité des entreprises. Pour les professions libérales et d'ailleurs pour les micro-entrepreneurs, le centre de formalité des entreprises est ce qu'on appelle l'URSSAF. Donc l'URSSAF a vraiment ce rôle d'immatriculer votre entreprise, de pouvoir aussi échanger avec votre URSSAF, de pouvoir, on le verra tout à l'heure, payer vos cotisations sociales, de pouvoir également télécharger des attestations, par exemple des attestations de vigilance ou également des attestations de contribution à la formation professionnelle. C'est vraiment l'interlocuteur unique. Le site web est dédié, c'est auto-entrepreneur.ursaf.fr. J'attire votre attention sur de nombreux sites qui sont frauduleux, qui ne sont pas le site officiel de l'auto-entreprise. Et vraiment, il faut aller sur le site auto-entrepreneur.fr. En plus, l'URSSAF a développé une application mobile qui vous permet vraiment de tout contrôler au niveau de votre activité professionnelle. Concernant l'immatriculation de l'entreprise, tout se fait de façon dématérialisée directement sur le site de l'URSSAF. Et je vous ai mis là un screenshot directement du site web où vous allez directement cliquer sur « Créer mon auto-entreprise » et vous allez voir que c'est très, très simple. On vous demande quelle est votre activité professionnelle, votre nom, votre prénom, votre adresse. Et après, c'est tous les choix que vous allez choisir qui vont découler, bien sûr, de ce qu'on va vous dire dans un instant avec Caroline. Dernière chose à savoir concernant l'immatriculation de l'entreprise, pour ceux qui sont encore dans cette phase de projet, c'est bien évidemment un petit coup de pouce concernant une exonération partielle des charges sociales qui s'appelle l'aide ACRE, ACRE, pour laquelle vous pouvez demander évidemment à l'obtenir. Bien évidemment, il y a des conditions pour pouvoir obtenir cette aide-là et qui va vous permettre une exonération partielle des cotisations sociales et une prise en charge qui est faite jusqu'à la fin du 3e trimestre civil. Donc, c'est vraiment un petit coup de pouce pour vous aider à démarrer en toute sérénité votre entreprise. Dès lors que l'immatriculation est effectuée, vous allez recevoir 2 éléments essentiels. Premièrement, vous allez recevoir votre numéro SIRET. Le numéro SIRET, c'est vraiment votre numéro de carte d'identité d'entreprise. C'est un numéro qu'on va très souvent vous demander qui, en fait, permet l'immatriculation officielle et d'un point de vue juridique, préciser que vous exercez en entreprise individuelle. Deuxième chose, on va également vous donner ce qu'on appelle un code APE. APE, ça veut dire quoi? Activité principale exercée. C'est l'INSEE qui directement
va vous attribuer votre code APE. Ce n'est pas vous qui allez pouvoir choisir ce code APE, c'est dès lors que vous allez indiquer l'activité que vous allez exercer que vous allez avoir un code APE. C'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs activités au sein de son entreprise et c'est l'activité principale qui va bien sûr donner le pas sur l'ensemble de vos obligations fiscales et comptables. Bien évidemment, il est possible de changer de code APE si ça ne correspond pas du tout à votre activité professionnelle. C'est une lettre recommandée à l'INSEE qu'il faut effectuer et sachez que votre code APE aussi est très très lié à votre fonds de formation. Voici pour cette première partie, j'espère avoir été claire. On va aborder la deuxième partie où je vais commencer tout simplement par l'obligation de la facture et après je laisserai la parole à Caroline sur les obligations fiscales et comptables. Alors, la facture. J'entends souvent les indépendants me dire « mais non, je suis micro-entrepreneur, je n'ai pas l'obligation de faire une facture à mon client ». Alors attention, bien sûr qu'il y a des obligations concernant la facture. Déjà d'une part parce que la facture d'un point de vue comptable, d'un point de vue fiscal est vraiment un élément de preuve. On l'a vu aussi tout à l'heure, c'est également un élément de preuve concernant les documents contractuels. Et bien sûr, il y a des mentions qui sont obligatoires sur la facture. Donc la facture, la seule exception de ne pas faire de facture, c'est si vous vous adressez à un particulier, c'est-à-dire pas à une entreprise, et que le montant de la prestation est inférieur à 25 €. Et même, moi, je vous conseille de toujours faire une facture à chacune de vos prestations. Et vous le verrez tout à l'heure avec l'importance du livre journal de recettes, de bien effectuer cette facture. La facture, vous allez donner un exemplaire à votre client et un exemplaire que vous gardez pour vous. C'est un des meilleurs moyens de contrôle, bien évidemment, de l'administration. Autre point nécessaire sur les factures, il y a énormément de mentions obligatoires sur les factures. Je vais vraiment essayer de vous détailler quelques mentions obligatoires sur les factures, mais nous avons des formations à l'ORIFPEL qui permettent bien sûr d'aller plus loin sur les mentions obligatoires. Là où je voulais attirer votre attention, c'est notamment sur ce qu'on appelle un numéro unique basé sur une séquence chronologique continue. En fait, la facture, il ne faut pas effectuer dessus des ratures. Comme tout à l'heure, ce qu'on va vous expliquer sur le livre journal de recettes, il y a vraiment des obligations comptables. Dans cette facture, vous allez bien sûr indiquer toutes vos coordonnées à vous, les coordonnées de votre client. Petite astuce, si vous n'avez pas encore obtenu votre numéro SIRET, vous pouvez toujours mettre SIRET en attente et dès que vous allez avoir votre numéro SIRET, vous pourrez le communiquer à votre client. Bien sûr, ce qui fait foi, c'est la preuve auprès du Centre des formalités des entreprises que vous avez immatriculé votre entreprise. Ce qui va être important aussi sur cette facture, bien évidemment, c'est le tarif. C'est aussi les conditions de règlement de cette facture. Est-ce que c'est à réception de la facture? Est-ce que c'est un mois après la prestation? Tout ça, voilà, c'est vraiment à voir avec votre client et pensez derrière que la facture est là aussi pour vous protéger, vous. Voici sur la facture. Je laisse maintenant la parole à Caroline sur l'obligation du livre journal de recettes. Merci Maëlle, bonjour à tous. Donc, une des principales obligations du micro-entrepreneur, en plus de la facturation, enfin d'avoir une facture, c'est de tenir à jour un livre journal des recettes. Autant vous êtes dispensé de comptabilité par l'administration fiscale, autant ce registre est obligatoire. Dans le livre des recettes du micro-entrepreneur, il y a plusieurs mentions qui sont obligatoires, mais vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Les informations qui doivent y figurer sont la date d'encaissement, le mode de règlement, c'est-à-dire est-ce que votre client vous a payé en espèces, en chèque, en virement, le numéro de la pièce justificative, qui souvent est votre numéro de facture, et le montant de la somme encaissée. Il n'y a pas beaucoup de mentions, ce n'est pas une vraie comptabilité, c'est juste par ordre chronologique l'encaissement de vos factures. Par ailleurs, chose importante, vous devez conserver toutes vos factures à l'appui de ce registre. Donc, comme disait Maëlle, si votre client vous demande une facture, vous devez lui remettre et vous devez en conserver une. Vous n'êtes pas obligé de l'imprimer, mais vous devez au moins la conserver sur votre ordinateur en cas de contrôle. Alors, chose importante, comment on le tient, ce livre journal recettes dépenses? L'administration fiscale refuse expressément qu'un tableur Excel soit utilisé. On utilise Excel pour tenir le livre recettes. Pourquoi? Parce qu'il est modifiable et l'administration fiscale, en cas de contrôle, souhaite un format
qui ne puisse pas être modifié a posteriori. C'est-à-dire le jour où vous savez qu'il y a un contrôle fiscal, d'aller modifier pour éviter des ennuis. Donc, il y a 3 possibilités pour tenir ce livre des recettes. Le premier, c'est un format papier que vous allez tenir de façon manuscrite au jour le jour. Après, il existe des documents officiels papier qui sont vendus dans le commerce. Ce sont les journaux recettes, hein, c'est des livres de recettes. Et enfin, un logiciel de gestion spécialisé qui est vraiment conçu pour les micro-entrepreneurs avec la facturation. Donc ça, c'est pour la tenue du livre journal. Vous avez vu que ce n'est pas très compliqué, mais il faut avoir une certaine discipline pour le faire. Ensuite, la deuxième obligation qui est importante, c'est le compte bancaire dédié. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le compte bancaire dédié, c'est un compte bancaire qui va vous servir exclusivement aux opérations professionnelles. C'est-à-dire qu'il ne doit comprendre que les transactions que vous avez effectuées dans le cadre de votre activité et qu'on ne peut pas l'utiliser pour ses dépenses personnelles. C'est pour ça qu'on dit aussi un compte séparé. Il faut vraiment que votre vie privée et votre vie profession libérale soient séparées de manière hermétique. Voilà. La loi Pacte, avant, il y avait une obligation d'avoir un compte bancaire dédié dès l'immatriculation. Depuis la loi Pacte en 2019, ils ont supprimé l'obligation pour certains micro-entrepreneurs et donc sont obligés d'avoir ce compte dédié. Les micro-entrepreneurs qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 10 000 € par an et de manière consécutive pendant 2 ans. Ça, ce sont l'obligation, c'est-à-dire quelqu'un qui réalise plus de 10 000 € pendant 2 ans a l'obligation légale d'ouvrir un compte dédié. Mais qui dit, ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire que ce n'est pas intéressant. Et on se pose souvent la question, quand on s'immatricule, est-ce que je suis obligée d'ouvrir un compte professionnel? La loi ne parle pas de compte professionnel. La loi parle d'un compte dédié. Et un compte dédié, vous pouvez ouvrir parfaitement un compte perso qui sera dédié exclusivement à votre activité personnelle. C'est moins coûteux et ça suffit dans la plupart des cas. En revanche, le compte bancaire professionnel peut parfois être indispensable pour certains types d'activités ou à certains moments de son activité professionnelle. Un des avantages du compte bancaire professionnel qui est plus coûteux, mais qui peut être plus intéressant, vous allez avoir accès à des produits et des services supplémentaires. Si vous devez faire payer, par exemple, vos clients en carte bancaire, vous pouvez bénéficier de prêts bancaires à des taux intéressants ou d'une autorisation de découvert plus importante. Et vous pouvez également être accompagné par un conseiller bancaire qui est spécialement formé aux professions libérales, ce qui n'est pas le cas quand vous avez un compte personnel dédié. L'astuce, c'est souvent on se dit, bon, de toute façon, c'est une activité accessoire, je vais gagner moins de 10 000, je vais tout mélanger, je vais tout mettre sur mon compte perso, je n'ai pas l'obligation. Moi, je vous conseille fortement, même si vous faites moins de 10 000 € de chiffre d'affaires, d'avoir ce compte bancaire séparé. Pour une simple raison. Déjà, la gestion de votre entreprise libérale, ça sera beaucoup plus simple de voir vos entrées, c'est-à-dire vos recettes, de voir vos dépenses. En gros, qu'est-ce que ça vous a coûté, cette profession libérale? Donc, pour la gestion de votre entreprise, d'avoir un compte séparé, c'est beaucoup plus clair et lisible. Et le deuxième intérêt, c'est que quand vous avez un contrôle fiscal en tant que professionnel libéral, vous êtes dans l'obligation de donner accès au contrôleur, au compte bancaire où sont rentrées vos recettes et où sont sorties vos cotisations sociales. Si vous avez un compte bancaire mélangé avec le compte personnel, c'est ce qu'on appelle l'effet domino. Vous avez un double contrôle fiscal, un contrôle fiscal professionnel et un contrôle fiscal personnel sur les 3 dernières années. Le fait de séparer les revenus personnels et les revenus de votre profession libérale vous permet également une sécurité fiscale optimisée. Voilà. Vous pouvez désormais, il y a énormément de banques qui connaissent désormais les micro-entrepreneurs, que ce soit un compte dédié ou un compte bancaire professionnel, on peut toujours négocier pour avoir un tarif le plus avantageux possible. Voilà pour le compte bancaire. Voilà pour le compte bancaire. Ensuite, le seuil de la micro. Alors ça, c'est intéressant. Ça n'a pas changé depuis 2 ans, mais bon, ça a doublé il y a 2 ans. C'était à 34 400 avant. C'est désormais le seuil à ne pas dépasser en micro-entreprise. Normalement, c'est 72 600 € de chiffre d'affaires hors taxe. Attention, ces 72 600 €,
c'est pour une année complète. C'est-à-dire que l'année d'installation, si je m'installe le 1er février, ça ne sera pas 72 600 €. Il faudra proratiser et ça fera 66 000, j'ai calculé 550 € si vous commencez le 1er février. Ça, c'est pour savoir si vous avez dépassé l'année d'installation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on dépasse? Alors, chose importante, oui, c'est qu'est-ce que ça veut dire chiffre d'affaires? Chiffre d'affaires, c'est effectivement toutes vos recettes encaissées, mais c'est également si vos clients vous remboursent des frais, c'est-à-dire vous avez facturé des frais et qui vous les remboursent, ça fait intégralement partie de votre chiffre d'affaires. Et vous serez dans l'obligation en tant que micro-entrepreneur de les déclarer en chiffre d'affaires et donc de payer des cotisations sociales sur les remboursements de frais. Voilà, ça c'est important, il faut le savoir, c'est un des petits inconvénients de la micro-entreprise. Pour les seuils, je vous ai dit donc il faut proratiser la première année. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le droit de dépasser ce seuil de 72 600 € pendant 2 années consécutives et rester en micro-entreprise. Ça, c'est une grosse nouveauté et c'est quand même très intéressant pour ceux qui vont les dépasser. Quand c'est intéressant de rester en micro-entreprise. C'est-à-dire, je suis micro-entrepreneur, je m'installe en 2021, je fais 80 000 € de chiffre d'affaires. J'ai dépassé le seuil de la micro. 2022, je reste en micro, je refais 80 000, ça veut dire que le 1er janvier 2023, on me bascule automatiquement au réel, en déclaration contrôlée. Je sors du régime de la micro-entreprise. En revanche, si cette année, je m'installe, je fais 150 000 € de chiffre d'affaires, mais que l'année prochaine, je redescends en dessous des 72 600, c'est-à-dire je fais 70 000, j'ai encore le droit de rester en micro-entreprise. C'est-à-dire qu'on sort de la micro de manière automatique si vous dépassez 2 années consécutives, et uniquement 2 années consécutives. Et le passage d'un régime à un autre, c'est ce que je vous disais en cas de dépassement, se fait toujours au 1er janvier de l'année suivant le dernier dépassement. C'est-à-dire vous dépassez 2021-2022, c'est au 1er janvier 2023. Ensuite, c'est moi. Ça c'était… Oui, dis-moi Maëlle. Non, j'ai dit c'est moi après. Ah, la période de tolérance, on l'a fait. Alors, ça c'est… Et je laisse la parole à Maëlle pour les déclarations de chiffre d'affaires. C'est vrai. Évidemment, une fois qu'on a des obligations comptables, évidemment, on a aussi des obligations sociales. Ne perdez pas de vue que le fait d'être indépendant, ça signifie que vous payez vous-même votre propre protection sociale. Donc, c'est très, très différent du régime salarié. L'avantage de la micro-entreprise, souvent, il est dans ce domaine de la protection sociale, c'est-à-dire que c'est l'URSSAF qui directement va vous prélever ce forfait de cotisation sociale. Et ce forfait va bien sûr pouvoir prendre en compte l'ensemble de la protection sociale. Comment le micro-entrepreneur fait? Directement sur le site dédié, il va pouvoir indiquer le montant de ses recettes encaissées. C'est pour ça que c'est très important la définition que Caroline a fait du chiffre d'affaires des recettes encaissées, parce que c'est exactement ce même montant-là que vous allez devoir vous-même déclarer auprès de l'URSSAF. Et avec, évidemment, les différents montants que je vais vous indiquer dans un instant, vous allez pouvoir vous acquitter, bien évidemment, de l'ensemble de la protection sociale. Bien évidemment, en l'absence de chiffre d'affaires, c'est justement, par exemple, c'est l'été, vous partez en vacances, vous ne travaillez pas au sein de votre entreprise ou pendant un mois, vous n'avez encaissé aucune recette, vous devez obligatoirement, sur le site de l'URSSAF, indiquer que votre chiffre d'affaires est 0. D'accord? Ça, souvent, les personnes ont tendance à oublier en se disant comme je ne fais pas de chiffre d'affaires, je ne paye pas de cotisation sociale, donc je ne dois pas faire la déclaration. Et si, il y a quand même cette obligation de faire la déclaration en mettant tout simplement le chiffre à 0. Cette déclaration, comme je l'ai précisé, va vous permettre de payer vos cotisations sociales. Lorsqu'on est micro-entrepreneur, il s'agit d'un forfait de cotisation sociale et c'est pour ça que ça s'appelle le régime micro-social parce que directement, ce forfait, pour nous, profession libérale, il est à 22% de votre chiffre d'affaires, plus je rajoute également la formation professionnelle à hauteur de 0,20%. Donc, le taux de la protection sociale est de 22,20% sur l'ensemble de vos recettes encaissées. Alors, il y en a beaucoup qui me disent « Oh, c'est énorme, 22%. » Comparé au régime salarié, vous verrez que ce n'est pas du tout la même chose.
Cela vous donne droit à quoi? C'est souvent ça qu'on oublie quand on est indépendant. C'est bien sûr la protection sociale. Alors, la protection sociale, c'est quoi? C'est vraiment la prise en charge par l'État de toutes de tous vos droits et de vos devoirs, notamment en cas de ce qu'on appelle des risques sociaux. La maladie, la maternité, la vieillesse, les accidents du travail. Et c'est vraiment pour prendre en charge ces choses-là. Ce qu'on ne sait peu, lorsqu'on est micro-entrepreneur, en fait, combien de fois j'entends « Ah, je suis micro-entrepreneur, ma caisse de retraite, c'est l'URSSAF ». Bien sûr que non. En fait, l'URSSAF a ce rôle de collecter l'ensemble de ce forfait social et de dispatcher à la caisse primaire d'assurance maladie qui va vraiment être votre interlocuteur en cas de maladie, qui va une partie le déléguer à votre caisse de retraite en fonction de votre activité professionnelle. Vous avez une caisse de retraite différente. Alors attention, pour ceux qui se sont immatriculés avant 2018 et avant 2019, c'est possible qu'ils dépendaient de la CIPAF, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction de la date de votre création d'entreprise, vous pouvez avoir des caisses de retraite différentes. Et ensuite, il y a aussi le paiement de la formation professionnelle, le paiement de la CSG-CRDS, le paiement des allocations familiales qui vont directement à des fonds de formation. Par exemple, si vous êtes profession libérale, le produit de la contribution à la formation professionnelle, généralement, va auprès du fonds de formation qu'on appelle le FIFPL. Pour connaître votre fonds de formation, vous pouvez aller directement dans votre espace en ligne auto-entrepreneur.ursaf.fr, télécharger ce qu'on appelle la contribution à la formation professionnelle et dessus sera marqué le fonds de formation. Bien évidemment, nous, en tant qu'ORIF, on pourra vous aider si vous avez quelques difficultés. Ce que je veux vous dire, c'est que oui, un indépendant cotise à la maladie, cotise à la retraite de base, à la retraite complémentaire, à l'invalidité, au décès, à la formation professionnelle. La seule chose, c'est que c'est sur un forfait qui est commun. Autre chose, sur ce forfait commun, mais ça c'est Caroline qui va vous en parler tout à l'heure, vous avez cette option de payer aussi un tout petit peu plus qui est au titre des impôts. Et c'est vraiment là la nouveauté du régime micro-entrepreneur. C'est comme je dis souvent, la fiscalité a réussi à se marier avec la protection sociale pour arriver à faire un taux unique d'ensemble des cotisations. Mais ça, Caroline va vous expliquer ce qu'on appelle le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Et ayez juste en tête, que ce versement libératoire, en fait, se paye en même temps que les cotisations sociales. Alors, pour continuer sur cette partie sociale, je voulais faire un petit focus sur ce qu'on appelle les indemnités journalières. Alors, les indemnités journalières, pour tous les professionnels qui dépendent de la caisse de retraite de la sécurité sociale des indépendants, vous bénéficiez de cette prestation. Et pour toutes ces activités qui dépendaient de la CIPAV ou qui actuellement dépendent de la CIPAV, me disait souvent, Maëlle, si je tombe malade, je n'ai aucune indemnité journalière. L'indemnité journalière, qu'est-ce que c'est? C'est le jour où je suis malade, où j'ai un arrêt de travail qui est prescrit par mon médecin, d'avoir une prestation sociale qui est versée en contrepartie, évidemment, du fait que je ne peux pas travailler. Sachez que l'Union nationale des professions libérales s'est battue l'année dernière pour l'ensemble des professionnels libéraux et ont obtenu, en effet, l'accord de la mise en place des indemnités journalières. Donc, les choses vont bientôt se préciser par décret pour vraiment que vous puissiez savoir quel va être le taux et comment ça va se calculer. Pour l'instant, il n'est pas publié, mais ne vous inquiétez pas, nous vous tiendrons informés, que ce soit l'ORIF ou la RAPL, de cette avancée, évidemment, de cette protection qui va vous permettre de vous protéger davantage. Dernière chose à savoir, c'est concernant cette astuce pratique. L'astuce pratique, et ça on le voit très souvent avec Caroline au cours de notre exercice, c'est protégez-vous. Protégez-vous contre, d'une part, les risques de votre profession, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile professionnelle, directement auprès des agents généraux d'assurance ou de compagnies d'assurance. Deuxièmement, protégez-vous également au niveau de votre couverture sociale, que ce soit la prévoyance, que ce soit la maladie, que ce soit la retraite. On n'y pense pas assez souvent et c'est souvent quand il nous arrive un pépin qu'on se dit « oups, j'ai oublié ». Alors bien évidemment, si vous me dites que votre activité de micro-entrepreneur n'est qu'un complément de votre activité salariée, je n'aurai peut-être pas forcément les mêmes astuces que pour quelqu'un qui est micro-entrepreneur à 100%, mais n'hésitez pas tout au long de votre activité à faire un point pour avoir évidemment une protection qui va vous permettre de vous protéger davantage. Voici ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je laisse la parole à Caroline pour le bilan annuel. Le bilan annuel.
Nous allons donc parler en 3 points. D'abord sur la cotisation foncière des entreprises, qui intervient souvent en fin d'année, la déclaration des revenus, la 2042C Pro, quand on est en micro-entreprise, et enfin la TVA et le micro-entrepreneur. Donc, pour la cotisation foncière des entreprises, c'est une taxe, un impôt, qui est dû par les micro-entrepreneurs dans les mêmes conditions que les autres entreprises libérales, commerciales ou artisanales. Vous êtes normalement exonéré l'année d'installation si elle n'est pas complète et vous devrez la payer normalement au mois de décembre de l'année après votre installation. C'est-à-dire, je m'installe en 2021, je suis exonéré, j'aurai ma première CFE à payer en décembre 2022. Elle est normalement calculée sur la valeur locative du local que vous utilisez pour votre activité de micro-entrepreneur. Attention, si vous n'avez pas de local, vous savez que votre entreprise sera domiciliée chez vous. Et là, dans ce cas, en l'absence de local, la CFE, elle sera calculée en fonction de votre chiffre d'affaires. Chose importante qui n'y était pas avant, depuis 2019, les entreprises, et donc surtout les micro-entreprises, dont le montant de chiffre d'affaires n'excède pas 5 000 € l'année, vous serez exonéré automatiquement de cette cotisation foncière des entreprises. Chose importante à savoir avec cette cotisation, vous ne vous recevrez qu'un seul papier au début, c'est pour remplir les données correspondantes à votre local, à l'endroit où vous travaillez. Est-ce que c'est dans un local professionnel ou est-ce que c'est chez vous? Combien de mètres carrés vous utilisez? Quel est votre chiffre d'affaires, etc. Une fois que vous avez envoyé cette déclaration, plus rien ne vous sera envoyé par courrier. Ils ont dématérialisé la totalité de la gestion de cette cotisation foncière des entreprises. Vous devez donc créer votre espace professionnel sur impôts.gouv.fr. Aujourd'hui, on en a tous un particulier pour déclarer ses revenus et payer ses impôts. Donc, les micro-entrepreneurs doivent créer leur espace. Ici, vous avez la page sur l'écran. Vous créez votre espace professionnel. En novembre de l'année suivant votre création, vous recevrez un email en vous disant « Votre avis de CFE est disponible sur votre espace. Connectez-vous pour y avoir accès. » Vous vous connectez, vous pourrez donc avoir accès à votre avis de CFE et vous pourrez payer directement sur le site des impôts votre cotisation foncière des entreprises. Voilà pour la CFE. Maintenant, c'est le plus gros, c'est votre déclaration, la déclaration de revenus quand on est en micro-entreprise. Il y a 2 cas. Quand on est en micro-entreprise, il y a 2 cas pour pouvoir payer ses impôts. Le premier cas, c'est le cas général, c'est-à-dire si on ne fait rien, voilà ce qui se passe. Le résultat imposable du micro-entrepreneur, il sera calculé forfaitairement. Ils vont prendre votre chiffre d'affaires que vous allez déclarer, ils vont appliquer un abattement forfaitaire de 34%, et ce qui reste sera considéré comme votre bénéfice forfaitaire sur lequel va se baser le calcul de l'impôt. Donc, j'ai pris l'exemple d'une diététicienne pour que ce soit plus clair. C'est souvent plus clair avec des exemples. Si elle a un CA, un chiffre d'affaires de 20 000 € en 2020, elle va donc déclarer 20 000 € cette année. L'État, ce n'est pas vous qui appliquez l'abattement, c'est l'État. Vous devez déclarer le chiffre d'affaires brut. L'État applique l'abattement de 34% et il lui reste donc 13 200. Que va-t-il se passer avec ces 13 200 €? L'impôt ne va pas être calculé sur ces 13 200 €, il va être additionné à tous les revenus du foyer fiscal. Si vous êtes marié, si votre conjoint est salarié, par exemple, ça va être additionné aux revenus salariés de votre conjoint, divisé par le nombre de parts du foyer fiscal si vous avez des enfants, etc. Et ils calculeront l'impôt. Vous aurez votre revenu fiscal de référence une fois qu'ils auront fait cette action-là. La deuxième possibilité, et pourquoi elle a été créée, cette deuxième possibilité, qui n'existe qu'en micro-entreprise, cette option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, c'est que beaucoup de personnes qui étaient sous cet abattement forfaitaire de 34% se sont rendues compte qu'en gagnant même 10 000 € de plus, ça pouvait faire changer de tranche toute l'imposition familiale et donc payer des impôts multipliés par 2. Si vous changez de tranche, ça peut très vite faire monter l'imposition familiale. Et donc, l'État a mis au point une option qui n'existe que pour vous, c'est le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire, pour éviter l'addition de vos revenus libéraux avec ceux du foyer fiscal, il y a la possibilité d'être imposé à côté
directement sur votre chiffre d'affaires, en même temps que vous allez déclarer mensuellement ou trimestriellement vos cotisations sociales, vous aurez votre impôt à payer, qui est un impôt forfaitaire de 2,2%. Je crois que c'est sur la page, voilà. C'est 2,2% du CA que vous déclarez en même temps que vos cotisations sociales et qui seront payées également en même temps. Et vous éviterez comme ça l'addition des revenus libéraux et des salaires ou des autres revenus du foyer fiscal. Attention, le taux est faible. Il n'est pas ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, si dans votre foyer, vous êtes imposé à 45%, il n'y avait pas droit. C'est sûr, hein, ils ont fait exprès pour ne pas offrir un trop gros cadeau non plus. Donc, pour pouvoir en bénéficier, il faut toujours regarder 2 années en arrière. C'est horrible, hein, le calcul est quand même horrible, j'en ai conscience. Donc, par exemple, je m'immatricule, je vais commencer en 2021. Il faut que je regarde mon revenu fiscal de référence 2019 et que je regarde si mon revenu fiscal ne dépasse pas 27 794 € par part du quotient familial. Si je suis toute seule dans mon foyer fiscal, c'est 27 794 que je ne dois pas dépasser. Si je suis mariée, il y a 2 parts, il faut multiplier par 2. Si j'ai un enfant, il faut multiplier par 2,5, puisque le premier enfant donne une demi-part. Le deuxième enfant donne une autre demi-part. Le troisième, une part complémentaire. Donc, ce revenu fiscal, c'est par part. Donc, ça donne quand même la possibilité à beaucoup de micro-entrepreneurs d'opter. Qui optent? Déjà, tous ceux qui sont imposables dans leur foyer et qui ont droit à l'option. Pour éviter de payer plus d'impôts, c'est une très bonne option. Si vous n'êtes pas imposable dans votre foyer, il faut se poser la question de savoir est-ce que je dois opter ou est-ce que l'abattement forfaitaire de 34% est suffisant. Et là, il y a une astuce assez simple qui a été mise en place par les impôts. C'est sur le site des impôts, impôts.gouv.fr, vous avez un simulateur d'impôts. Ah non, je suis passée un petit peu trop en avance. Il y a un simulateur d'impôts qui vous permet, vous voyez, sur l'écran, vous, ça serait le modèle complet. C'est de manière totalement anonyme. Vous pouvez marquer tous les revenus de votre foyer et mettre vos revenus de micro-entrepreneur. Si vous débutez, vous pouvez faire un prévisionnel, c'est-à-dire si je gagne 10 000 €, quelles vont être les conséquences de l'impôt sur mon foyer fiscal? Si je gagne 15 000, si je gagne 20 000, etc. Et vous saurez à quel moment il est important d'opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, les 2,2%. C'est à ce moment-là, et tous les ans, on peut se poser la question, parce que cette option est valable tous les ans et on peut la changer avant le 30 septembre pour l'année suivante. Donc, c'est une date très importante à savoir. Si vous voulez opter ou si vous voulez désopter, ça se fait toujours avant le 30 septembre pour l'année suivante. Après, quand on s'immatricule, on a 3 mois pour décider si on prend l'option ou pas. Mais une fois qu'on est immatriculé, on peut changer tous les ans. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. C'est vrai que j'ai fait sauter un petit peu, parce que l'astuce, elle allait très bien avec le prélèvement libératoire. Donc, c'est la prochaine page. Donc, on vous a même sorti les pages pour faire votre déclaration. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez confronté à votre déclaration, donc ceux qui étaient en micro-entreprise l'année dernière vont avoir cette page-là qui va apparaître dans leur déclaration de revenus personnels. Et pour pouvoir faire apparaître vos revenus de micro-entrepreneur, vous devez cocher une case supplémentaire. Si vous n'avez pas opté pour le versement libératoire de l'impôt, c'est-à-dire si l'abattement de 34% est plus intéressant pour vous, il faudra cocher la case revenus non commerciaux professionnels. Et si vous avez opté pour le versement libératoire de l'impôt, il faudra cocher la case micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. En cochant ces cases, vous allez voir apparaître la page qui correspond à votre activité avec ou sans option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Et on va voir quelle case il va falloir remplir. Donc, vous voyez bien que ce sont les revenus non commerciaux professionnels, régime déclaratif spécial ou micro-BNC, c'est vous. Et donc, les revenus imposables, si vous êtes le premier déclarant chez vous, c'est-à-dire si vous êtes seul, normalement, vous êtes premier déclarant et c'est la case 5HQ. Si, par exemple, c'est votre conjoint qui est le premier déclarant, quand on est des femmes, c'est souvent le mari qui est le premier déclarant, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être changer ça. Donc, on est
second déclarant et on est la case 5 IQ. C'est là où vous devez faire apparaître votre chiffre d'affaires 2020. Si vous la faites cette année, c'est ce que vous avez encaissé entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Il y a une photo à prendre au 31 décembre 2020 et on met là son chiffre d'affaires encaissé. En dessous, vous voyez, c'est pour ceux qui sont au réel. C'est une autre case qu'ils doivent remplir. C'était juste pour vous montrer la différence. Et la case suivante, c'est pour le cas numéro 2. Quand on a opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, vous voyez, on ne peut pas trop se tromper parce qu'ils ont fait quand même un effort de transparence et de clarté dans les intitulés. Micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Revenus non commerciaux, parce que vous, c'est des revenus non commerciaux, mais elle l'a dit au début. Si vous êtes déclarant 1, c'est la case 5TE. Si vous êtes déclarant 2, c'est la case 5UE. Ils ont besoin de savoir, même si vous avez déjà payé l'impôt sur ces revenus quand on a opté, ils ont besoin de connaître la totalité de vos revenus pour après, non pas calculer l'impôt, parce qu'ils vont les mettre à côté, vous avez déjà payé l'impôt, ils vont juste calculer l'impôt de la maison, mais pour votre revenu fiscal de référence. Ça sera juste additionné pour que votre revenu fiscal de référence soit cohérent par rapport à tous les revenus du foyer. Et en haut, ce qu'on vous a encadré en rouge, c'est si vous êtes salarié ou si vous percevez des allocations chômage, ces cases-là sont déjà pré-remplies. Voilà. Ça, c'était l'exemple avec le micro-entrepreneur. Donc, notre astuce, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est quelque chose à faire tous les ans, c'est-à-dire entre l'option et l'abattement, il faut regarder tous les ans. Au mois de septembre, il faut s'amuser au mois de septembre à faire des simulations pour savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Ensuite, la TVA. Donc, nous avons fait tout ce qui concernait la déclaration de revenus. La TVA et le micro-entrepreneur. Ça, c'est la grosse nouveauté depuis 2018, puisqu'avant, avant 2018, si on s'installait en tant que micro-entrepreneur, comme le seuil était à 34 400 €, le seuil de chiffre d'affaires, vous n'aviez jamais à vous poser la question de la TVA. Comme les seuils ont été relevés à 72 600, ils nous ont mis quand même le seuil de TVA, lui, n'a pas été relevé. Il faut que les micro-entrepreneurs fassent très attention à ces seuils de franchise de TVA. Donc, tous les micro-entrepreneurs, dès qu'ils s'installent, ils ont de plein droit la franchise en base de TVA. Tant que vous ne dépassez pas en chiffre d'affaires 34 400 € la première année et 36 600 € l'année suivante, si l'année d'avant, vous étiez en dessous des 34 400. C'est-à-dire qu'il vous laisse une tolérance de 2 000 € supplémentaires si pendant déjà une année, vous avez été en dessous du seuil. Si vous étiez déjà à 34 400, par exemple, l'année suivante, vous n'aurez pas le droit à cette tolérance de 36 600. Vous devez donc, si vous n'avez pas de TVA, mettre sur vos factures la mention obligatoire TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts. Donc, le micro-entrepreneur, vous ne facturez pas la TVA, mais vous ne récupérez pas la TVA également de vos dépenses. Ensuite, il y a le cas de certaines activités, qu'ils soient en micro-entreprise ou au réel, qui ne seront jamais assujetties à TVA. Par exemple, les ostéopathes en micro-entreprise ne sont pas soumis à TVA, ou certaines activités comme les formateurs. Les formateurs peuvent demander, s'ils font de la formation continue, ils peuvent demander à bénéficier d'une exonération de TVA, et donc ils ne factureront pas la TVA et ils ne récupéreront pas également la TVA. Enfin, pour ceux qui dépassent, et ça peut arriver, et je vous l'espère, j'espère pour vous, quand on dépasse un des deux seuils, les 34 400 au début ou les 36 600, vous passez en TVA à partir du premier jour, du mois du dépassement. C'est-à-dire, on est le 15 septembre, j'encaisse un chèque qui me fait basculer à 38 000 €. Il y a 5 000 € de chèque, je passe à 38 000 €. Ça veut dire que je suis redevable de la TVA à compter du 1er septembre. On est le 15. Si entre le 1er septembre et le 15 septembre, j'ai fait des factures sans TVA, il va falloir que je les reprenne et que je fasse des factures avec TVA. Voilà, ça c'est important de le savoir. Il faudra, dans le mois qui suit le dépassement, contacter votre centre des impôts pour lui demander votre numéro de TVA intracommunautaire qu'il faudra intégrer dans vos factures avec les 20% de TVA. L'obligation qui en découle pour vous, c'est également, ce n'est plus un journal des recettes. Il va vraiment falloir tenir une comptabilité avec les recettes d'un côté et les dépenses de l'autre.
Parce qu'autant d'un côté, vous êtes redevable de la TVA, c'est-à-dire que vous devez collecter de la TVA pour l'État sur vos factures. Mais la bonne nouvelle, c'est que la TVA de toutes vos dépenses sera également déductible. Autant vous ne pouvez pas déduire vos dépenses, autant quand on est soumis à TVA, toute la TVA de mes dépenses, si j'achète un ordinateur, mon téléphone portable, mes assurances, etc., toute la TVA de mes dépenses sera déductible. Et donc, il y aura des déclarations à faire dans votre espace professionnel impôts.gouv.fr. Elles sont accessibles. Vous faites votre déclaration avec la TVA collectée, la TVA que vous pouvez déduire, et vous aurez une TVA à devoir ou un crédit de TVA auprès de l'administration fiscale. Voilà pour la TVA. Et on va pouvoir faire peut-être une conclusion. Ah oui, le changement de régime. Pour changer de régime fiscal, il en existe deux pour vous. C'est vraiment micro-entreprise et déclaration contrôlée ou réelle. On change en général de régime fiscal, soit parce qu'on n'a pas le choix, on a dépassé les seuils pendant 2 années consécutives, soit parce qu'on a énormément de frais et que la micro-entreprise n'est plus adaptée. La bonne nouvelle pour les micro-entrepreneurs, c'est qu'on peut le faire à tout moment dans l'année, de manière rétroactive. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je suis en micro-entreprise et que le 30 avril 2022, je me dis, mince, j'aurais mieux fait d'être au réel l'année dernière. Il suffit d'envoyer un courrier à votre centre des impôts et à l'URSSAF et il vous bascule au régime de la déclaration contrôlée du réel au 1er janvier 2021, c'est-à-dire à une rétroactivité de plus d'1 an. Donc ça, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de l'année. En revanche, dès qu'on est au réel et qu'on veut rebasculer en micro-entreprise, il y a un délai quand même qui est plutôt sévère. C'est avant le 1er février pour l'année à laquelle on demande de basculer. C'est-à-dire, je suis aujourd'hui au réel, je voudrais être en micro-entreprise pour 2021, c'est trop tard parce que je devais le faire avant le 1er février. Donc, en conclusion, la micro-entreprise est un excellent régime fiscal quand on sait bien l'utiliser. On l'utilise pour débuter une activité quand on a l'ACRE, c'est parfait. En plus, on ne peut pas se tromper parce qu'on peut changer d'avis à n'importe quel moment de l'année. Mais il faut quand même regarder qu'on n'ait pas beaucoup de dépenses professionnelles, ou qu'on n'ait pas de sous-traitance, pas trop de remboursement de frais, parce que sinon, ça va gonfler artificiellement votre chiffre d'affaires et vous allez payer des cotisations sociales pour quelque chose qui ne fait pas vraiment partie de vos revenus. Donc, vous voyez, c'est vraiment un régime qui présente beaucoup d'avantages au niveau administratif, comptable, parce qu'il se veut simplifié comparé au régime du réel. Et donc, il faut se lancer parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques, il n'y a pas de frais. On crée, c'est de manière gratuite. On arrête, on modifie son activité, c'est gratuit. Et ça vous permet vraiment, pour moi, c'est vraiment un régime fiscal pour tester et développer une activité libérale. Merci de votre attention. Merci. Alors, on va juste passer sur la présentation de nos deux organismes très rapidement, Caroline, pour qu'on laisse quelques temps. On a eu pas mal de questions, donc que Christelle puisse nous poser les questions. Alors, je commence par rapport à l'ORIF, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, bien souvent, on dit l'ORIF, c'est avant la création. Dès lors qu'on a créé, on bascule aussi à la RAPL. Bon, bien sûr, nos bureaux sont juste à côté. Nous, en tant qu'ORIF, évidemment, nous sommes un organisme de formation, d'information et des formalités. C'est-à-dire qu'on a aussi un partenariat régional avec l'URSSAF et on est vraiment là pour vous accompagner tout au long de votre activité professionnelle, notamment par des formations, que ce soit à la création de l'entreprise, et vous avez même le droit jusqu'à 5 jours de formation où on vous aide à déclarer, évidemment, à effectuer votre étude de marché, pouvoir faire le budget prévisionnel et choisir le bon régime, évidemment. Et pour toutes les personnes qui ont déjà obtenu le numéro de SIRET, qui ont déjà un code APE, si ces derniers dépendent du fonds de formation qu'on appelle le FIFPL, ils ont droit automatiquement jusqu'à 2 jours de formation par an au sein du catalogue de l'ORIF. Donc, nous avons plus de 80 formations qui sont là pour aider et développer les compétences des chefs d'entreprise. Et justement, on a un partenariat très solide avec la RAPL. Le petit plus des adhérents de la RAPL, c'est qu'au lieu d'avoir 2 jours de formation, ils en ont 4. Donc, Caroline, je te laisse aussi parler de la RAPL. Oui. Donc, quand on est adhérent de la RAPL, pour être accompagné pour tous, c'est ce qu'on voit, de toute façon, je ne vais pas répéter,
Vous avez droit à des rendez-vous individuels, que ce soit physiques, téléphoniques ou en visio, pour toutes vos démarches comptables, fiscales, administratives, tous les documents à remplir, les déclarations à faire. On a également des experts comptables à votre disposition pour les questions un peu plus pointues. Les formations de la RAPL en illimité. On n'en a plus beaucoup parce qu'on a fait un gros partenariat avec l'ORIFPL. Mais quand vous êtes adhérent à l'ORIFPL, vous avez effectivement en illimité tout ce qui concerne la compta et la fiscalité et 4 formations dans tous les autres domaines. Et on a énormément de documentation sur tout le fiscal, le social et le juridique des professions libérales. Et quand on est au régime du réel, on est soumis et contraint aussi par l'administration fiscale, ça fait partie de nos missions. On procède à des contrôles de déclaration et à des dossiers d'analyse économique. Alors, dernière chose sur justement nos offres. Donc, concernant l'ORIF, en effet, il y a cette possibilité d'avoir 2 jours de formation par an. Et on a aussi créé dernièrement un club de réseautage des professionnels libéraux qui permet d'avoir un annuaire de toutes les personnes qui sont au club ORIF afin d'éviter la solitude du chef d'entreprise et de pouvoir réseauter entre professionnels libéraux. Caroline, tu parles des nous, tarifs. pour les tarifs adhésion, alors normalement, un micro-entrepreneur qui a déjà créé, c'est 106 € l'année. Et pour 106 € l'année, vous avez tout ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, les rendez-vous, les formations et tout l'accompagnement. Il y a une promotion toujours pour l'année de création parce qu'elle est souvent incomplète. C'est 50 € la première année et 106 € les suivantes. Voilà. Super. Donc, on vous a mis aussi toutes nos coordonnées. Donc, nous sommes disponibles, moi et Caroline, évidemment, sur les réseaux sociaux, mais également auprès de nos équipes qui sont là pour vous accueillir, que ce soit par téléphone, également par adresse mail. Donc là, vous avez toutes nos coordonnées. Alors, je crois que Christelle a quelques questions à nous poser, Caroline. Donc, on va pouvoir répondre à quelques questions. Pour ceux qui doivent nous quitter, comme il est l'heure, merci beaucoup déjà de votre attention. Et voilà, le replay sera disponible. Donc, Christelle, je t'écoute. Oui, au niveau des questions, alors, on a une question. Il n'y a pas de la possibilité de faire le débours? Oui, c'est moi. C'est ça, il faut que je me… Non, mais du coup, Caroline va pouvoir répondre directement. Alors, oui et non. Oui et non. C'est un peu compliqué à répondre et c'est vraiment très sensible parce que normalement, le débout, c'est pour quelque chose qui ne fait que transiter dans vos mains. C'est quelque chose qui est pour votre client. La micro-entreprise, c'est vraiment son inconvénient. Ou sinon, effectivement, si votre client, vous devez aller à Paris, je suis à Montpellier, vous devez aller à Paris, votre client vous a acheté le billet de train. Tant que ce n'est pas vous qui avez payé le billet de train, vous n'avez pas à vous le faire rembourser, ça ne rentre pas dans votre chiffre d'affaires. En revanche, si c'est vous qui avez payé le billet de train et qu'on vous rembourse, ce n'est pas un débours, c'est un remboursement de frais. Idem pour les chambres d'hôtel, l'avion, etc. ou les repas. Si c'est vous qui payez et qui vous faites rembourser, ce sont des frais que vous avez engagés pour votre activité libérale et ce ne sont pas considérés comme des débours. Faites attention parce que ça, c'est assez surveillé par l'administration fiscale. Oui, merci Caroline. Du coup, une question aussi donc, pour Maëlle. Quand l'activité principale est salariée et l'activité complémentaire en micro-entrepreneur, nous payons le même pourcentage de cotisation, même si on a déjà réglé en tant que salarié. Alors, en effet, c'est ce qu'on appelle le cumul des statuts en France, c'est-à-dire qu'on peut être salarié et en même temps indépendant profession libérale. Cela doit en effet nous engager à payer la totalité des cotisations sociales sur notre activité d'indépendant. C'est ce qu'on appelle le principe de la solidarité intergénérationnelle au niveau de la protection sociale en France. Cela vous donne droit, par contre, à aussi à des autres compléments de droits, notamment par rapport à la formation professionnelle, où du coup, vous allez cotiser pour la formation professionnelle des indépendants et cela va vous ouvrir également des droits supplémentaires à la retraite des indépendants. Donc, le but étant, lorsque vous allez partir à la retraite, vous allez avoir cotisé un certain nombre de trimestres à votre régime salarié et également à votre régime d'indépendant. Donc, il n'y a pas de possibilité d'exonération. C'est la même réponse que j'ai si un retraité me dit « Ah mais Maëlle, je suis aussi auto-entrepreneur et à ce compte-là, je ne paye pas le forfait social. » Et si lui aussi doit s'acquitter du forfait social, bien évidemment, il ne pourra pas rouvrir d'autres droits à la retraite parce qu'il a déjà fait liquider sa retraite. Mais ceci étant dit, ça va évidemment dans le pot commun de la protection sociale en France.
Merci du coup. On a une question aussi sur la CFE, Caroline, concernant une personne qui ne reçoit personne à domicile et qui a donc son espace chez elle. Elle veut savoir où remplir dans le document, ou en tout cas quelle case remplir dans le document de la CFE. Alors, normalement, sur la première page, si je me rappelle de déclaration de CFE, il y a une petite question, je ne dispose pas de local et j'exerce à domicile. Et il faut cocher la case et mettre 0 mètre carré. C'est vraiment sur la première page, juste avant la signature, si je me rappelle bien. Ouais, de mémoire, je crois que c'est la case A2. Oh, Il y a un petit peu changé les A, les elle, à 2. C'est pas mieux que le 5HQ. Hein. Oui, Voilà. première Alors, page, il faut qu'elle lise bien. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Christelle? Oui, on a une question aussi sur la retraite. Vu qu'on cotise déjà dans les 22% de la retraite, pourquoi faut-il prévoir à côté quelque chose pour la retraite? Ah, alors certains indépendants vous diront que la retraite des indépendants, c'est peanuts. Donc voilà, je vous laisse évidemment vous faire votre propre avis sur ça. Je dirais que c'est une question très personnelle. Pour certaines personnes, la retraite, c'est très important et d'avoir une pension de retraite qui représente à peu près les revenus qu'on a pu se dégager au titre des salariés et au titre des indépendants, bien évidemment, va conditionner une retraite complémentaire par une prévoyance. Après, quand je dis que c'est personnel, c'est que si vous, ce n'est pas forcément la chose la plus importante que vous avez, vous n'allez peut-être pas, en effet, aller directement sur une prévoyance retraite. Pour ma part, je pense que c'est très important parce qu'on a tendance à un petit peu oublier la retraite, alors que c'est quelque chose qu'on doit se poser dès qu'on démarre son activité professionnelle et au moins être au clair avec ça. Et bien sûr, tous les agents généraux d'assurance peuvent vous faire des prévisions en regardant votre âge, vos différents revenus en tant que salarié, vos revenus en tant qu'indépendant, et vont vous dire, ben voilà, si vous ne cotisez à rien de plus, voici le jour où vous partirez en retraite, à peu près ce que vous allez pouvoir prétendre. En sachant que le gouvernement a aussi fait un très bon site internet qui s'appelle maretraite.gouv.fr, où je vous invite très fortement à aller faire des différentes simulations. Donc, soyez en forme le jour où vous faites ça, et ça vous permet vraiment de voir justement qu'est-ce que vous pouvez prétendre. Et justement, là, c'est de se poser la question, est-ce que ça vaut le coup pour moi, bien évidemment, de pouvoir avoir de payer des cotisations supplémentaires. Alors, souvent, on me dit, ah, mais ce qui est embêtant, c'est que comme je suis micro-entrepreneur, c'est une charge et ça fait partie de mes 34%. C'est justement une question qu'il faut se poser. Est-ce que ça peut être intéressant de passer au régime réel d'imposition et à ce compte-là, d'avoir recours à des déductions, par exemple dans le cadre de la loi Madelin. N'hésitez pas vraiment à faire recours à des professionnels de l'assurance qui vont vraiment vous faire une situation personnelle par rapport à vos envies, votre activité, votre âge et bien évidemment les revenus que vous dégagez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, mais après, c'est personnel. Alors, c'est vrai que si vous avez des autres questions un peu plus personnelles, je pense que Caroline, tu peux en effet recevoir les personnes en rendez-vous pour ceux qui n'ont pas eu encore de rendez-vous avec toi. Voilà. C'est-à-dire, bon, les adhérents, ils savent qu'ils peuvent appeler, avoir un rendez-vous assez facilement avec moi. Pour ceux qui ne sont pas adhérents, j'offre toujours le premier rendez-vous si vous avez des questions plus personnelles ou des questions un peu plus pointues. N'hésitez pas, le premier rendez-vous est gratuit, sans obligation d'adhésion, et je répondrai à des questions. Sur tout ce webinaire, je pourrai répondre à des questions un peu plus personnalisées. Voilà, donc merci à tous, merci à toi Caroline de ce webinaire, merci à tous les nombreux participants, vous avez été nombreux à quel point ça intéresse, je pense que ça a été certaines piqûres de rappel pour certains ou de la découverte pour d'autres. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nos deux services, que ce soit l'ORIF ou la RAPEL, pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions, notamment quand c'est des questions un peu plus personnelles qu'on n'a pas pu répondre. Je vous dis à tous. Merci. Merci, au revoir.